Salut à tous, bienvenue. Un débat incandescent a opposé le Dr Arthur Banga, fervent défenseur du RHDP, au Dr Deroux, critique acerbe du pouvoir, autour des 15 ans de gestion du parti au pouvoir. Alassane Ouattara a-t-il forgé une ivoire solidaire ou semé des illusions? Pour Dr Deroux, le RHDP brandit un bilan triomphal. 457 000 ménages aidés par des filets sociaux, 16 millions de personnes sous la CMU, 402 000 femmes boostées via le FAFSI, et un prix du cacao à 2800 francs CFA qui fait sourire les planteurs. La stabilité règne, les infrastructures fleurissent avec routes et ponts, et l'armée, jadis moquée dans les chansons de 2011, défile fièrement le 7 août, symbole d'une sécurité retrouvée. Mais la dette publique, à 57% du PIB selon le FMI, grignote les espoirs. À quoi servent ces milliards engloutis? Les scandales de corruption, impunis et opaques, minent la confiance, malgré les audits fantômes. L'éducation, l'école publique agonise, classes surpeuplées, effectifs gonflés sans qualité, et les parents fuient vers la sous-région pour leurs enfants. La santé patine, l'accouchement gratuit n'est qu'un slogan, les hôpitaux manquent de tout. Le logement social? Promesse à Yopougon et ailleurs vire au fiasco, avec des souscripteurs lésés et des quartiers précaires rasés sans alternative, pendant que les loyers à Cocody flirtent avec l'irréel. Le RHDP clame des victoires macro, pauvreté en chute de 55% à 37% par PNUD. Pourtant, micro-réalité cruelle, chômage des jeunes, précarité des femmes, comme alerte la BAD. Ce débat sur NCI révèle une Côte d'Ivoire à double visage, avancée et frustration entremêlées. Écoutons le débat pour juger par nous-mêmes. Il y a 15 ans, pour pouvoir équilibrer les relations entre Ivoiriens, continue de numérer. C'est en ce sens que je trouve la question, contrairement au professeur, il faut une question d'amnistie. Vous dites professeur? Pardonnez? Non, poursuivez. Voilà. Il faut une amnistie générale. C'est vrai, pour les droits de l'homme, ça n'allait pas forcément intéressant, mais si on le fait, ça pourrait ramener le compteur à zéro et permettre à tout ce monde. Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Hein. Bon, voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara, du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dit à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes et des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas qu'il soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens. Et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. On a des plus. Vous voyez, il ne parle plus trop de milliards. Parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur. D'accord, très bien. Alassane Ouattara,
Ok, merci. Je crois que nous avons un document de 64 pages qui commence par le bilan, qui rappelle un bilan et qui dégage des perspectives. En même temps, la parole étant libre, les opinions exprimées, je pense que c'est les opinions ou peut-être des pistes d'analyse devraient, de mon point de vue, être documentées. Il faut être un peu plus documenté. Lorsqu'il y a des audits qui n'ont pas, ou du moins des inspections qui n'ont pas abouti à des procédures judiciaires, il faut, de mon point de vue, se garder de tirer des conclusions, même s'il y a eu souvent des sanctions administratives. Lorsqu'il n'y a pas eu des documents rendus publics et que personne parmi nous ici n'a eu accès à ces rapports ou à ces audits de façon profonde, il n'est pas intéressant de venir faire des allégations et puis de mettre en cause l'intégrité, je pense, de certaines personnes et de dénoncer une corruption ou des détournements massifs ou à grande échelle. C'est important parce qu'il s'agit de cadres, il s'agit de responsables et il ne faut pas leur dénier la présomption d'innocence d'une part et il ne faut pas mettre en cause leur intégrité. Je voulais faire cette précision en disant que le RHDP a un bilan. C'est certainement parce qu'il peut faire mieux, il estime qu'il doit faire mieux, qu'il souhaite continuer et tout n'est certainement pas parfait. Les différents responsables des partis auront l'occasion de venir de défendre éventuellement ce bilan et puis répondre point par point à des affirmations et à des opinions, à des sentiments qui ont été évoqués, qui peuvent être des perceptions de personnes par rapport à leur vécu. Cela dit, le RHDP, dans son bilan, dans son programme, révèle que 457 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux, que la CMU est étendue, il y a plus de 16 millions de personnes enrôlées, il y a le FAFSI qui a 402 000 femmes financées, et je pense que le programme a été actualisé au dernier jour, puisqu'il intègre le prix actuel du cacao, qui est de 2 800 francs. Et à côté de ce bilan et de beaucoup d'autres choses que l'on connaît, notamment la stabilité depuis 15 ans et d'autres éléments évoqués par Arthur Banga, il y a des propositions qui sont faites avec l'ambition d'étendre la CMU à 80% de la population, de renforcer le registre social unique par un meilleur ciblage, de porter à 827 000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires, de créer l'autonomisation financière des mères d'enfants de moins de 5 ans, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc voilà, pour revenir sur la question de la réconciliation et de l'amnistie, il est évident que ici ou ailleurs, après chaque crise, il y a toujours des amnisties. Mais je crois, comme a dit un jour un des acteurs politiques, pour lui, l'amnistie, c'est l'impunité et c'est préparer la prochaine crise. Quand on finit une crise par une amnistie, il estime que c'est une impunité et il estime aussi que c'est la voie ouverte à la prochaine crise parce que finalement, les politiques se disent que tout finit par là. Qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite, chacun crée un certain nombre de situations en se disant c'est la politique, on finira par s'asseoir et on finira par créer une amnistie. Donc il est important de réfléchir sur ces choses-là et puis de ne pas faire de la question de la réconciliation, de ne pas agiter cela comme un chiffon rouge à tout moment, étant entendu qu'une situation de réconciliation absolue, je ne sais pas en quoi ça consiste. La réconciliation, on en parle souvent, je crois que j'étais sur un plateau de La Quotidienne ici et j'ai posé la question, c'est quoi la réconciliation? Tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux, tout le monde danse, mais c'est impossible dans un pays. C'est quoi la réconciliation? Qu'on nous le dise, parce que tout le monde parle de réconciliation. En quoi la réconciliation consiste? Parce que même quand les éléphants gagnent, tout le monde danse. C'est pas tout le monde qui est content, c'est pas tout le monde qui danse. Quel est le moment véritable d'une bonne réconciliation? Puisque même on a beau avoir les meilleures conditions démocratiques possibles, un perdant, comme dans un match de football entre Ivoiriens, quand il y a le champion de Côte d'Ivoire, le vaincu est toujours fâché en sport. Donc je ne vois pas quelle est la bonne situation, la meilleure opportunité de réconciliation, alors que nous avons une vie paisible tous les jours qui se mélange seulement peut-être quand on arrive aux élections. Et les élections nous séparent, nous divisent.
Mais c'est normal qu'il y ait la compétition, qu'il y ait la tension. On aura l'occasion de revenir sur certains aspects, mais c'est ce que je tenais à dire d'emblée. D'accord. Docteur Coulibaly, je pense que vous vous êtes lancé sans forcément maîtriser le concept. Maintenant, vous avez la parole. Allez. Merci bien, M. Dirassouba. Je voulais simplement revenir sur mes propos. Bien sûr, allez-y, allez-y. Alors, c'est juste pour dire que quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Pour moi, le point qui devrait être ajouté clairement, c'est celui qui concerne la jeunesse. Dans la jeunesse, on a un fourre-tout qui peut prendre en compte la question du chômage et la question de la lutte contre certaines infractions propres à cette jeunesse elle-même, des fléaux qui touchent spécialement la jeunesse. Pour moi, il faut l'ajouter. Selon ce que mes prédécesseurs ont dit et qui m'amène aussi à réagir un peu, il faut dire que pour nous, spécialistes du droit du commerce international, la dette, elle est normale. C'est le niveau qu'on regarde et les objectifs qu'on se fixe pour rembourser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays puisse se développer sans être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en tant que défenseur des droits humains, il me sera difficile d'être d'accord avec l'hypothèse selon laquelle il faut une amnistie générale. L'amnistie générale, c'est le fait de dire qu'on peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut et que tout le monde est pardonné au même pied d'égalité et donc il n'y a pas d'infraction. On repart à zéro et on donne l'envie aux gens de répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire et les autres se diront, bon, on peut faire les mêmes choses sans être punis. L'amnistie doit être circonscrite, mais elle ne devrait pas être générale. Très bien. Docteur Banga. J'aimerais réagir ici quand même 2-3 choses. Moi, quand j'entends certaines choses, je me dis que je suis dans le même pays. Quoi, par exemple? Quand j'entends mon ami Derou dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quelle Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut venir, après tout ça, venir, je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire, on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a baissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans le clou du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens à une conférence, je vais vous donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Tchokorba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée, où 2 francs ça affronté, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout.
Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé tu étais au prix d'excellence que nous, on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. C'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations d'un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair dessus. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, c'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour deux raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux. Sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation. Très bien. Aouma Gaël? Alors je vais réagir sur la question de la dette, la réconciliation et puis la répartition des richesses. Alors au niveau de la dette, moi je dis, c'est clair, hein, qu'on va beau être le plus grand économiste du monde, on n'emprunte qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays... On ne prête, vous voulez dire? On ne prête qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel qui peut effectivement supporter la dette qu'on réussit à contracter la dette. La plupart de toutes les nations les plus puissantes aujourd'hui dans ce monde sont elles-mêmes endettées. Mais le problème, c'est que quand on contracte la dette, il faut que ce pourquoi l'argent a été alloué soit fait. Il ne faudrait pas que par derrière, l'argent soit alloué et puis par derrière, il y a la mauvaise gestion, les détournements et tout. C'est cela qu'on peut dénoncer à ce niveau. Parlant de réconciliation, on ne revient tout le temps que sur la question de la réconciliation. Mais quand on voit les Ivoiriens dans les quartiers, quand on les voit dans le quotidien, dans la vie professionnelle, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt au sommet, au niveau des politiques. Alors, s'il y a possibilité que ces politiques-là s'asseyent une bonne fois pour toutes, pour trouver une solution, moi je ne parle pas d'amnistie, ou bien je ne parle pas forcément de gracier qui que ce soit, mais on est tous Ivoiriens. De sorte que les populations au plus bas niveau de l'échelle ont pu s'empoigner souvent, et puis ont pu dépasser et vivre ensemble en communauté, il faut que nos politiques là réussissent à le faire. Et puis plusieurs fois on le voit, quand il y a les différents dialogues politiques, on les voit, ils sont bras dessus, dessous, ils sourient à la caméra, ils font les photos et tout. Mais une fois qu'on approche chaque fois vers les périodes d'élection, ils deviennent des ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans cette... Mauvaise foi de la part de qui? De toute la classe politique. Je vais le dire. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir voir des responsables de l'opposition avec les responsables du RHDP, du parti au pouvoir? Ce n'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui ils sont à couteau tiré. Mais bien évidemment, il arrivera un moment où ils finiront et puis ils viendront encore à des dialogues où ils souriront devant nous comme si rien de rien n'était. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Sur la question de la justice, c'est vrai, justice, on est tous d'accord pour la justice, mais en même temps aussi, il faut éviter le deux poids, deux mesures. Parce que bien de fois, pendant les 15 années de la gouvernance du RHDP, il y a beaucoup de cas quand même où on a vu que certaines personnes qui devaient être interpellées pour des choses ne l'ont pas été. Et ça, on ne peut pas, on peut pas le nier. Maintenant, il y a un autre souci. C'est vrai, au plan macroéconomique, il y a des chiffres, c'est la réalité. Atu a bien développé certains éléments économiques ici au plan international qui nous permettent de dire et de reconnaître que la Côte d'Ivoire est à un bon niveau. Mais sauf que, au plan micro, honnêtement, le chômage, il y a beaucoup de difficultés. Au plan social, les Ivoiriens se plaignent trop. Ça ne va pas. Et ça ne va pas, le président de la République lui-même le sait. C'est pour ça que dans son projet, il continue de proposer des solutions pour améliorer. Donc, à ce niveau-là, si je veux m'arrêter. Très bien. Docteur Kamena, allez-y. Oui, je voudrais
dans mon propos introductif, j'avais parlé d'effets pervers. Et quand je souligne l'effet pervers, ce sont des effets indésirés. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être dit, c'est en comparant le bilan du RHDP à partir de 2010 jusqu'à ce jour. Je prends par exemple le niveau du logement. Dans la proposition du RHDP, puisque c'est du RHDP qu'il s'agit, il avait été dit, je me rappelle très bien du discours du président, je ne me rappelle pas du mois, mais il a dit, dès qu'il prenait le pouvoir, l'une des premières réformes, c'était de transférer la capitale économique, la capitale politique à Yamoussoukro. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a un énorme investissement pour renforcer l'administration au niveau d'Abidjan. Ça, c'est un écart qui est constaté. Le deuxième écart, c'est au niveau même du coût du logement. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un studio, même pour ceux qui sont à Cocody, autour de 80 000. Le coût est élevé. Alors qu'en 2010, ce n'était pas à ce niveau. Donc, c'est ce cas-là qui est observé. Et quand on nous dit que la dette permet de se développer, je comprends bien. Mais au détriment de quoi? La dette, moi, je ne partage pas le point de vue du fait que la dette participe. C'est vrai, il y a des aspects et tout, mais j'analyse plus en termes de rapport de domination. Au prix de quoi vous vous endettez et au détriment de quoi? Parce que vous proposez des choses, quand la Côte d'Ivoire va s'endetter sur les marchés, qu'est-ce qu'elle met en jeu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la dette, elle n'est pas un instrument, surtout qu'elle est présentée, le déficit est tellement élevé que cela met en danger les dégénérations. De quel déficit? Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Docteur Kamena, de quel déficit vous parlez? Vous parlez de déficit budgétaire? Non, je parle du niveau de la dette. À des milliards, je ne peux pas chiffrer ça actuellement. Mais si je me renseigne, je sais que ça a des milliards. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous terminez votre débat. Voilà, donc vous dites que le processus de remboursement de cette dette-là va mettre en danger des générations à venir. C'est sur ça que je vais m'arrêter. D'accord. Docteur Deroux. Ok. Je vais revenir. Je reprécise. Hein. Je dis je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui dans le camp Ouattara a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que je dis, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphaliste. Je parle de discours triomphaliste. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies. Preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence. Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou Agné-Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés que ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines,
que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des marches, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RADP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili. Bon, dernier point, je pense qu'il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de juré.